Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Hamza Fassifiri. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur les événements violents de samedi soir et sur votre évaluation de ce qui s'est passé. Est-ce que vous dites comme le bourgmestre que mission accomplie, la police a fait le job? C'est la première réponse qu'on vous propose. Ou alors deuxième réponse, les circonstances ne sont pas claires. Troisième réponse, Philippe Claus a raté son baptême du feu. En tout cas, les circonstances ne sont pas claires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce qui s'est passé samedi. Et ce sera l'objet des questions qu'on posera nous au prochain conseil communal. On veut y voir clair. Si on regarde ce qui s'est passé, d'abord, il faut remettre les choses à leur place. Tout ça, c'est à cause d'une bande de vandales, de fauteurs de troubles, de casseurs. C'est à cause d'eux qu'il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cause d'eux qu'il y a eu les 22 ou les 23 blessés. C'est à cause d'eux qu'il y a eu des commerçants qui ont perdu le fruit du travail de leur vie parfois, ou de leurs économies en tout cas. C'est à cause de ces gens-là. Et donc la première chose à faire, c'est de les identifier et de les poursuivre et espérer évidemment les sanctions les plus lourdes. Ça, il faut le rappeler, parce que le débat est devenu politique, mais il ne faut pas oublier la raison première des choses. Une fois que cela est répété, effectivement, les circonstances doivent être clarifiées. Yann Yambonne veut une enquête là-dessus. Est-ce que vous le suivez ? Sur quoi? Je ne sais sur pas très bien sur quoi. Sur les circonstances. Les circonstances, d'abord, avant de demander une enquête, on va poser des questions. Et si nous avons les réponses lundi, ce que nous espérons avoir lundi par le bourgmestre et par la police, alors on verra en fonction des réponses ce qu'il y aura lieu de faire. Mais effectivement, il faut mettre la lumière sur les événements. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça n'est pas très clair pour l'instant. C'est pas clair du tout. On a entendu depuis dimanche, on est mardi, en 3 jours, différents types de critiques qui ont été exprimées par les uns et les autres. On a d'abord entendu des commerçants et des pompiers qui disaient, alors qu'il y avait déjà les échauffourées, on ne s'est pas senti sécurisé par la police ne nous a pas protégés. Des pompiers ont même dû se replier je ne sais où et ne plus terminer d'éteindre l'incendie d'une camionnette. Donc il y a déjà cette question qui a été posée dimanche. Mais là, les pompiers parlent d'un laxisme de la police. Donc ça, c'est une première série de critiques. Et puis il y a eu une deuxième série de critiques qui portaient sur le moment de l'intervention. Est-ce que la police est intervenue trop vite ou trop tard? Et on a entendu les deux. Certains disaient, mais il ne se passait rien, il y avait une ambiance bon enfant, à la bourse, des familles, les gens étaient statiques, ils chantaient, ils criaient, mais il n'y avait pas de mouvement de foule. Et on voit arriver une ligne de police pour évacuer la place, alors qu'il n'y avait rien. Certains ont dit ça. D'autres ont dit, il y avait déjà des dégâts, il y avait déjà des cris, il y avait déjà des victimes, et la police n'est pas intervenue à temps. Donc là aussi, il faut clarifier. C'est quand même sérieux comme question, et les gens ont raison de se poser ces questions-là. Et puis on a entendu les syndicats, tous les syndicats, ce qui est assez rare dans ce genre d'événement, prendre la parole et déplorer manifestement un manque de préparation et le fait que ces événements, ou en tout cas le fait que des mouvements de foule viennent dans le centre-ville après un match de foot, n'ait pas été prévu alors que c'était prévisible. Voilà 3 critiques qui ont été émises par différents acteurs depuis dimanche et qui méritent au minimum des réponses et des explications du bourgmestre. Et c'est ce que nous demanderons lundi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons de la fameuse manifestation de 2014 où il y avait eu plus d'une centaine de policiers blessés? Alors la CSC, effectivement, estime qu'il y a un certain nombre de recommandations qui avaient été discutées et décidées par les autorités administratives, politiques et policières pour ne plus reproduire un certain nombre de problèmes qu'il y avait eu à cette manifestation. Et elle estime donc que ces recommandations ne sont pas toutes appliquées aujourd'hui. Ça fait partie des questions qu'on posera. Mais le but n'est pas seulement d'avoir les réponses. Les réponses, c'est pour comprendre. Mais une fois qu'on a compris, il faut agir. Établir les responsabilités et puis agir. Sur quoi? Eh bien, on sait qu'il y a la Coupe du Monde de foot dans quelques mois, en juin 2018, en Russie. Ça va être comme d'habitude un grand moment festif, un grand moment de sport, de fête, de communion, qui rapproche d'habitude plutôt les gens qu'il ne les sépare ou divise. Mais on sait aussi qu'il y a des mouvements de foule qui sont souvent le fruit de fêtes ou de débordements, de joie et autres. Ça se contrôle, ça se gère. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas nos apaisements par rapport à la manière dont la police de Bruxelles va gérer cela pendant un mois à Bruxelles. Et pourtant, Philippe Claus disait hier encore sur notre antenne que tout s'était très bien. La police avait très bien travaillé, elle avait fait son job et il le couvre à 100%. Est-ce que là, on est un peu dans une communication de crise ou sur le fond, vous le suivez?
Je pense qu'il a Une communication de crise pour rassurer la veille des événements. Je pense qu'il a répondu, et c'est normal, à chaud. Mais on a bien vu que les questions continuent à se poser jour après jour. Et donc, il ne peut pas s'arrêter à cette réponse. La police a fait le job, certainement. Il faut saluer le travail des policiers. Il faut penser à tous ces policiers qui ont été, pour certains, hospitalisés, pour d'autres, en tout cas, traités après leurs blessures. Donc oui, ça faut reconnaître ce travail-là. Heureusement qu'ils étaient là pour mettre un terme à ce vandalisme, à ces casseurs. Donc oui, ça, il faut bien sûr le souligner, mais les questions demeurent. Et donc, il ne faut pas se satisfaire de cette réponse-là. Une des questions qui demeure, c'est quand on voit les scènes vraiment de pillage et de vandalisme qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est comment ça, c'est possible à Bruxelles? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais exactement. On aurait pu, par exemple, s'attendre à voir des arrestations administratives. Il n'y en a pas eu, aucune. Là, le syndicat policier dit, attention, si on faisait ça, on risquait de disperser tout le monde. Ouais, un des syndicats dit ça. Ouais. Mais à chaque manifestation dans le centre-ville où il y a eu l'un ou l'autre débordement, il y a eu des arrestations administratives, même dans des manifestations programmées, encadrées. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la pratique policière classique dans le maintien de l'ordre. Et donc si aujourd'hui, ou cette fois-ci, il n'y a pas eu d'arrestation administrative au minimum, ça mérite aussi des explications. C'est vrai qu'on ne comprend pas que ça ait pu déborder à ce point. Alors il y a peut-être manqué de renfort, peut-être parce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience suffisante dans le chef des autorités policières et administratives. Il faudra que le bourgmestre s'en explique. Le CTH demande des sanctions fortes pour les fauteurs de troubles? Bien entendu. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Ces casseurs, ces vandales, c'est un comportement sauvage qui n'a pas sa place dans notre société. Ce n'est pas les valeurs du sport. Ils ont insulté le drapeau qu'ils étaient censés célébrer ce jour-là après la victoire footballistique du Maroc. Et ils ont insulté tous les Bruxellois. Ils font honte à tous les Bruxellois. Donc oui, ça mérite des sanctions les plus fortes. Allez, on va passer à un autre sujet. Bruxelles en zone 30, à 100% ou quasi, sauf les grands axes, quelques grands axes identifiés. C'est bien la proposition de Pascal Smet, ministre de la Mobilité, de Bianca de Batz, secrétaire d'État en charge de la sécurité routière. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, c'est une fausse bonne idée, comme on dit, pour certaines idées qui sont séduisantes de prime abord, mais qui soit sont impraticables, soit ont des conséquences néfastes. Et je pense que c'est le cas pour cette idée de généralisation sur tout le territoire bruxellois de la zone 30. En soi, c'est quelque chose qu'on a déjà fait nous-mêmes. Le CDH, et c'était Christian Seul, l'échevin CDH entre 2006 et 2012, a déjà mis tout le Pentagone en zone 30. C'est aujourd'hui le cas à Bruxelles. Tout le Pentagone est mis en zone 30 depuis maintenant plus de 7 ou 8 ans. Alors pourquoi pas l'appliquer au reste de la région? Parce que la zone Pentagone est assez cohérente dans son tissu, dans son affectation du sol, dans ses fonctions. Il y a du résidentiel, du bureau, il n'y a pas d'industrie par exemple. Donc pourquoi mettre des zones 30 là où il n'y a pas lieu de les faire? Est-ce que dans les tunnels, ça a un sens? En tout cas, si l'objectif est celui qui est annoncé par le ministre de la Mobilité notamment et la ministre de la Sécurité routière, qui est la sécurité routière pour protéger les piétons. Je ne vois pas beaucoup de piétons traverser les tunnels. Non, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la règle... Partout. La règle est la zone 30 et que les dérogations sont le faire progressivement, mais je pense qu'il ne faut pas, parce que l'idée est bonne en soi, en théorie, sur papier, brusquer les choses et aboutir à l'effet contraire à celui recherché. On peut le faire progressivement. Beaucoup de communes commencent à faire des zones 30 dans des zones résidentielles, dans des zones où il y a des aménagements, où on peut faire des aménagements, où on peut contrôler la circulation facilement. Et puis il faut aussi la coopération du parquet. On ne peut pas juste dire, voilà, demain, tout Bruxelles est en zone 30, on sait que ce ne sera pas respecté à 100%. J'ai entendu tout à l'heure dans votre journal que déjà les zones existantes ne l'étaient pas à 100%, respectées à 100%. Donc on sait que ce ne sera pas respecté à 100%, donc il y aura des sanctions. Mais si les sanctions ne sont pas suivies et appliquées, ça ne sert à rien. Donc c'est une idée la secrétaire d'État, elle annonce quand même qu'il y a un centre de traitement qui va être des PV qui va être créé. Et mettre aussi les moyens et mettre ça en priorité, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas aujourd'hui. Mais donc pour vous, c'est pas important d'envoyer un signal fort en disant attention, on change la REP, comme quand on est passé du 60 au 50 dans les villes finalement. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive aujourd'hui par les communes. Il faut que ça reste progressif. Et les priorités en mobilité aujourd'hui ne sont pas celles-là, à mon sens. On le voit encore dans la presse de ce matin. Bruxelles est plus embouteillée que jamais. Et donc, ça, c'est une vraie question qui intéresse tous les Bruxellois et même les navetteurs qui viennent à Bruxelles. C'est une question d'intérêt général. Je ne dis pas que la zone 30 ne l'est pas, mais c'est l'urgence
pour nous au CDH et pour moi évidemment également. Je pense qu'il faut renforcer les transports publics, il faut le métro, il faut soutenir les taxis, il faut augmenter les fréquences. Ça, c'est des réponses qui ne se voient peut-être pas aussi vite qu'une zone 30, mais qui règlent plus structurellement ce genre de problème. Il faut soutenir la mobilité partagée, les autos, les motos, les vélos électriques, il faut développer cela. La ministre Céline Frémaux a annoncé... L'un n'empêche pas l'autre, la zone 30 n'est pas... Bien sûr, mais à un moment, il y a des moyens et il y a des énergies, il y a de la communication, il y a une adhésion de la population, ça se construit. Et moi, je pense que quand on est ministre de la Mobilité, il faut d'abord traiter le chaos qui est sur les routes et pas ajouter du chaos dans les esprits des gens qui, à un moment, vont se demander ce qui se passe à Bruxelles. Donc, mauvaise priorité pour vous. De la mobilité à Bruxelles. Je pense qu'il faut laisser faire du terrain, c'est-à-dire les communes, les zones 30 se développent progressivement. Alors, on passe à l'environnement avec cette déclaration de Céline Frémaux dans le Soir de ce matin. On va voir l'article de journal. Elle dit « Pas de pacte énergétique sans sortie du nucléaire en 2025 ». Alors, le CDH sera intraitable là-dessus? Mais je pense qu'elle a raison de lier effectivement les choses. Ça ne sert à rien de dire qu'on va faire un pacte énergétique et on voit à quel point il est difficile de mettre ensemble les différentes entités fédérées, le fédéral, sur quand même une des urgences de notre époque. Et donc, ce serait un peu mentir aux gens que de faire des efforts pour aboutir à un pacte énergétique, et puis de tout d'un coup, parce qu'une majorité l'a décidé, de reporter une fois de plus la sortie du nucléaire. Il faut lier les deux. C'est précisément une réponse d'ailleurs à la sortie du nucléaire, c'est de passer par d'autres énergies, toutes les énergies. Renouvelables, évidemment, y compris urbaines. Et donc Céline Frémaux a raison de lier les deux et de montrer qu'il faut avancer sur l'ensemble des questions énergétiques en parallèle. Quitte à ne pas boucler ce pacte pour la fin de l'année, comme le disait la ministre fédérale? Mais on n'est pas à un mois près ou à une semaine près. C'est une urgence de l'époque, donc on doit avancer dans ces priorités-là. Les moyens budgétaires doivent suivre, ils suivent. À Bruxelles, c'est le cas. Il y a 75 millions qui ont été dégagés pour développer des énergies renouvelables à Bruxelles, qui n'est quand même pas une zone où on peut avoir plein d'éoliennes comme dans des territoires comme la Flandre ou la Wallonie. Pourtant, on met des moyens pour des énergies renouvelables qui peuvent coller au territoire urbain comme celui de Bruxelles. Donc oui, il faut des moyens tout de suite, il faut des actions tout de suite. Je pense que c'est le cas à Bruxelles. Mais il faut se donner le temps pour que le pacte énergétique dépasse le cadre d'une législature, fasse consensus très large et qu'un changement de majorité ne le remette pas en question. C'est ça qui fait que c'est important de lier tous les dossiers ensemble et qu'il y ait un consensus de tous maintenant. Que ça prenne un mois de plus, eh bien ça aura pris un mois de plus, mais on aura garanti plusieurs décennies de stabilité dans le pacte énergétique. Alors vraiment 10 secondes, parce qu'on est à la fin de l'émission. Le Brexit est là, avec le départ des Anglais. Vous demandez que le français reprenne plus de place dans l'Union de demain, mais vraiment 10 secondes. Hein. Mais c'est une question démocratique. On reproche beaucoup à l'Union européenne de s'éloigner de ses concitoyens. Une manière de les rapprocher, c'est de parler leur langue. Et donc il faut voir maintenant, avec le départ du Brexit, s'il n'y a pas lieu de reposer la question de l'usage des langues dans les institutions européennes, précisément pour favoriser l'usage des langues de tous les citoyens européens, qu'ils se sentent impliqués dans leurs institutions, qui sont là pour les représenter. Et ça, vous allez le déposer au Parlement. Et donc on dépose un texte au Parlement de la Fédération pour demander que toutes nos entités prennent ce dossier-là aussi à bras-le-corps. C'est une question de démocratie. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, à la même heure, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu avec un nouvel invité. Belle fin de journée à tous.